En tout cas, ça a été pas mal théorisé aux États-Unis, cette vision-là du maintien de l'ordre, et elle s'est exportée progressivement inversement en France. D'abord, on a eu une première phase où la vision française a fortement imprégné à l'étranger le maintien de l'ordre, et inversement, on a un retour ces dernières années où le maintien de l'ordre américain influence énormément le maintien de l'ordre en Europe, en fait. Et on a des techniques comme le kettling, l'encerclement, la nasse en fait. Ce que nous on appelle la nasse, ça existait déjà aux États-Unis dans les années 90 en fait. Ça a été transporté, ça a été mis en place aussi massivement par les Allemands au début des années 2000. Ils l'ont utilisé beaucoup contre les manifestants intermondialistes. Et ça n'est arrivé en France vraiment que dans la deuxième partie des années 2000 en fait. Cette technique de serrer de près, d'entourer et de segmenter les foules en fait, c'est-à-dire de diviser les parties de la manifestation en physiquement déterminant quels sont les bons et les mauvais manifestants en fait. Ça c'est aussi spécifique à une évolution du maintien de l'ordre récent, c'est-à-dire qu'on va essayer de Avant, on avait vraiment une répression globale de la manifestation, c'est-à-dire on déploie les CRS, on envoie les gaz et c'est toute la manifestation. Maintenant, on va chercher à segmenter, découper, isoler pour maîtriser en fait. Et qui se manifeste aujourd'hui aussi par des unités qui sont hyper mobiles et qui vont s'enfoncer dans la manifestation, provoquer sa scission et vont permettre de déstructurer totalement la manifestation et plus facilement maîtriser les différentes parties et interpeller, nasser, etc. Donc ça c'est vraiment, ça brise totalement la vision traditionnelle, la doctrine traditionnelle du maintien de l'ordre français. Parce que la doctrine traditionnelle c'était le maintien à distance et ce maintien à distance est totalement pulvérisé récemment par une recherche du contact systématique. Donc il y a vraiment une évolution et qui elle est beaucoup plus contemporaine par rapport à ce qu'on peut voir dans des pays étrangers. Par exemple en Angleterre, au moment des grandes grèves qu'il y avait eu sous Thatcher, les Anglais allaient au contact systématiquement en fait. Le maintien de l'ordre c'est à leur niveau, à la matraque en fait. C'est pas les gaz, c'est à la matraque. C'est un déploiement très massif de policiers qui va chercher le contact et va encercler la foule et en isoler les éléments les uns après les autres, les enlever comme ça. Et ça c'était pas du tout quelque chose en vigueur en France en fait. Et maintenant on a beaucoup plus ça où on a vraiment des corps de police qui sont spécialisés dans ce contact, comme la compagnie de sécurisation et d'intervention qu'on voit en action ces derniers mois sur les manifestations, qui elle a pour vocation unique et principale d'interpeller en fait. Parce que c'est vraiment ça son but. Enfin si vous voyez, ils ont des ceintures remplies de Serflex, c'est des menottes en plastique. Donc le but évident c'est d'interpeller en fait. Et c'est ces unités-là qui ont massivement interpellé sur les manifs loi travail en fait. Donc là on a vraiment un gros changement et c'est difficile de déterminer ce qu'est vraiment cette évolution pour les temps à venir. C'est vraiment une remise en cause fondamentale de la doctrine du maintien de l'ordre française en fait. Après, ce qu'on peut dire aussi par rapport à des compléments du maintien de l'ordre, c'est l'émergence dans les années 70 des brigades antiterroristes, donc GIPN, GIGN, RAID et compagnie. Ça, pourquoi j'en parle? Parce qu'on a de plus en plus tendance à utiliser ces brigades-là sur les terrains militants en fait. C'est-à-dire, ils sont intervenus à Notre-Dame-des-Landes sur les luttes antinucléaires, on les voit sur les luttes sociales en ville, dans les expulsions de squats, enfin dans plein de situations qui relèvent a priori davantage du maintien de l'ordre. Ah, pardon. Ouais, donc on voit intervenir ces brigades qui sont spécialisées anti-gang, anti-terrorisme, de plus en plus contre les manifestants en fait. Pour les déloger de certains endroits, pour mener des actions ciblées, des moments ciblés. On les voit en renfort sur les moments de mobilisation les plus intenses. On voit que ces brigades-là, comme Place Bellecour à Lyon, je crois que c'était il y a 2 ans, où on a vu clairement déployer le GIGN en fait. Et le GIPN intervient systématiquement pour déloger des manifestants qui sont situés en hauteur en fait. Donc soit dans des arbres, soit
trébucher sur des structures en hauteur. Donc il y a vraiment aussi une criminalisation des manifestants qui s'opère ces dernières années, qui est assez, par l'utilisation de ces corps aussi, on envoie un message que les manifestants sont considérés comme des personnes qui requièrent l'utilisation de ces moyens-là en fait. Donc il y a vraiment aussi une évolution dans ce sens-là où on va de plus en plus criminaliser les militants. Après, je voulais dire un dernier mot plus sur les armements spécifiquement qui sont utilisés ces dernières années. Donc, dans les années sous Sarkozy, on a vu rentrer en vigueur. Bon, d'abord, on a eu le flashball qui est rentré très tôt en vigueur en 1995 et qui a été utilisé beaucoup dans les quartiers populaires, qui était une arme très incertaine avec une trajectoire très incertaine, c'est-à-dire qu'au-delà de 20 mètres, la balle dévie et potentiellement, elle n'atterrit pas là où on veut forcément. Donc, tout l'argumentaire qui a été mis, et c'est là que mon propos, c'est qu'on parle beaucoup sur la non-létalité. En fait. C'est une dimension très importante du maintien de l'ordre, c'est la non-létalité. Ou à létalité réduite maintenant, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une létalité en fin de compte. Donc c'est assez ironique qu'on glisse sur le létalité réduite. La non-létalité, ça veut dire on ne va pas tuer en fait. C'est des armes qui ne peuvent pas tuer en théorie, sauf qu'elles tuent en fait. Il y a une trentaine de personnes, maintenant je crois qu'on en est à une quarantaine qui sont morts du LBD ou du flashball, de tir de flashball ou de LBD. Donc il y a vraiment un travail dans le maintien de l'ordre de dire que systématiquement, quand une personne en meurt, c'est une dérive en fait. C'est une bavure, c'est une dérive, c'est qu'il y a eu un problème et que ce problème va souvent se situer au niveau des manifestants qui étaient dans un niveau d'engagement qui se sont mis en danger de mort ou que la situation était tellement tendue que le maintien de l'ordre ne pouvait pas s'exercer dans ces conditions normales en fait, entre guillemets. Mais sauf que le problème c'est qu'à partir du moment où on a commencé à utiliser le flashball et le LBD a été utilisé la première fois dans les émeutes au moment de Villers-le-Bel, dans les banlieues, ça a été utilisé très massivement. Et à ce moment-là, le LBD était encore une arme qui était en test en fait. Et malgré le fait que ça ait borgné déjà des gens à ce moment-là, on l'a mis en place de façon officielle en fait. Notamment en 2007 sur les manifs lycéennes, il y a Pierre Douillard qui a été éborgné en fait. L'arme était encore jaune à l'époque, donc en test. Et à l'époque, il a été éborgné et on a dit cette arme est tout à fait homologable pour le maintien de l'ordre en fait. Et à partir de là, on a vu aussi un certain nombre de grenades, les grenades assourdissantes, les grenades de désencerclement, toutes sortes de choses qui sont plus destinées à blesser, qui sont rentrées en vigueur pour remplacer les gaz lacrymogènes, la matraque ou ce genre de choses qui étaient plus utilisées auparavant. Clairement, le maintien de l'ordre tel qu'il est conçu aujourd'hui est destiné à terrifier en fait, à terroriser et à faire se disperser les gens. Non pas parce que à un moment donné la ligne les impressionne ou que les gaz ou non, parce qu'il y a des gens blessés et qu'à ce moment-là, les gens choisissent de ne plus s'engager ou vont se retirer soit parce qu'ils ont été blessés, soit parce qu'ils risquent de l'être en fait. Et cette logique-là, elle domine de plus en plus. C'est une logique clairement de terreur en fait, par rapport à l'ensemble des manifestants. Par rapport à la non-létalité ou la létalité réduite, en fait, il y a quelque chose qu'on défend dans le collectif des armes en lait, c'est vraiment l'idée que une arme, ce n'est pas tant l'arme qui compte que l'intentionnalité qui est derrière en fait. Et ça, c'est vraiment un point important en fait. Que n'importe quelle arme, qu'elle soit à létalité réduite, on peut en remplacer autant qu'on veut parce que le LBD, qui est censé avoir un viseur, a remplacé le flashball parce qu'il était censé être plus précis. Sauf que le 22 février 2014 à Nantes, 13 personnes ont été touchées à la tête en fait. 13 personnes touchées à la tête, ça veut dire que quand il y a un viseur, on a tiré à la tête. Ça veut dire que le policier qui était derrière cette arme a choisi délibérément de viser la tête, en fait.
Donc à partir de là, quand l'intentionnalité de blesser et l'intentionnalité de tuer est présente, et bien à ce moment-là, quelle que soit l'arme, y compris quand le policier n'a pas d'arme, et ben de fait, la possibilité de tuer, la létalité existe en fait. Voilà. Et c'est vraiment à s'interroger quelle vision du maintien de l'ordre aussi est enseignée et qu'est-ce qu'au final on a, qu'est-ce qui en ressort même dans la vision de l'ensemble des policiers, quelle est leur formation, qu'est-ce que eux, enfin voilà. C'est qu'est-ce qui est transmis en fait à l'ensemble du corps policier par rapport à la vision du maintien de l'ordre. Et cette vision-là, ce n'est pas celle de maîtriser les risques, mais ce n'est pas celle de maîtriser les risques par un maintien de l'ordre de désescalade, parce que la base dans le maintien de l'ordre, tel qu'il est théorisé dans tous les pays, c'est la désescalade, c'est de faire baisser le niveau d'intensité par à-coup en fait, par palier. Sauf que ce qu'on a vu sur les manifs loi de travail, c'est une escalade systématique du niveau d'intensité en fait. Donc il y a vraiment une remise en cause, même dans l'enseignement qui est donné aux policiers, des bases du maintien de l'ordre tel qu'il est théorisé. Mais après, mon propos, c'est pas du tout l'idée qu'il puisse y avoir un maintien de l'ordre plus juste, mais en tout cas que celui qui est mis en œuvre actuellement et particulièrement contient cette violence contre les manifestants de façon structurelle en fait, et théorique. Juste une petite chose anecdotique à ajouter concernant la création des CRS en 44, vous l'avez peut-être déjà dit, mais les CRS en 44, lorsqu'ils sont créés, ils sont entre autres créés avec des malgré nous, des Alsaciens qui ont servi dans l'armée allemande et à qui on offre la possibilité de se racheter en entrant dans les premiers CRS qui vont être créés en 44. Et ça, c'est intéressant de voir ce lien qu'il y a avec la collaboration. Autre lien avec la collaboration, eh bien, c'est le Papon, le fameux Maurice Papon. Alors, c'est ce va-et-vient permanent qui vient entre la collaboration et l'école coloniale. Papon, vous savez, qui sera après-guerre préfet de Constantine en Algérie, préfet itinérant. Alors bien sûr, un certain nombre des gens qui travaillaient avec lui, enfin, un certain nombre de gens qui faisaient partie de ce qu'on appelle la Gestapo française, la carlingue. Donc des gens qui, entre autres des repris de justice, qui ont non seulement collaboré, mais qui, c'était ce qu'on appelle la Gestapo française, hein, avec Bonny, Lafont, etc. Donc ces gens-là, évidemment, après la guerre, vont être réprimés, mais ils vont sortir de prison. Un jour ou l'autre, ils vont sortir de prison. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque Papon, ensuite, va quitter l'Algérie, va intégrer les sphères du ministère de l'Intérieur jusqu'à être le préfet que l'on sait au moment du 17 octobre 61, eh bien Papon va ramener avec lui un certain nombre de gens qui, soit ont été amnistiés, soit ont été réintégrés, des gens qui ont travaillé dans la collaboration et des gens qu'il a ramenés aussi de la coloniale. Il y a sans arrêt ce va-et-vient entre l'administration coloniale et des anciens de la collaboration dans cette histoire de maintien de l'ordre. Ça veut dire que ces racines, les racines de ce maintien de l'ordre en France, pas uniquement des CRS, mais de la doctrine du maintien de l'ordre, eh bien, elles plongent à la fois dans la collaboration, dans la colonisation, parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale également. Donc voilà, c'était juste pour ajouter cela. Vous savez que pendant la guerre, il y avait ce qu'on appelle le Bureau des Affaires nord-africaines à Paris, et ce Bureau des Affaires nord-africaines, ce Bureau des Affaires nord-africaines qui existait avant la guerre, eh bien, les fonctionnaires de ce bureau, ce sont eux qui vont constituer l'essentiel, l'ossature de la Gestapo française. C'est assez intéressant de ce va-et-vient continu qu'il y a entre la colonisation et la collaboration. Et aussi au niveau de cette pratique qui consiste à filmer les manifestants, et que donc on a subi nous-mêmes en tant que militants anticolonialistes en Israël en 2000-2001 avec les missions civiles, et qui consiste à filmer. Maintenant on le voit régulièrement, on filme les manifestants, et j'avais jamais vu cela. La première fois que j'ai vu ça, c'était donc en Israël, enfin dans les territoires occupés en Israël. Voilà, merci.